Il n'y a pas si longtemps, quand on désirait avoir des enfants et que la nature ne le permettait pas, il n'y avait que l'adoption pour répondre aux besoins des parents. Et encore, ce n'était pas très courant. Aujourd'hui, la technologie médicale facilite les choses et la fécondation in vitro est devenue plus accessible. Cette technique, qui consiste à implanter dans l'utérus de la mère des ovules préalablement fécondés en éprouvette, est de plus en plus utilisée. Au Québec, on ne connaît pas le nombre exact d'enfants qui sont conçus de cette façon, mais ce qu'on sait, par contre, c'est que les cliniques qui offrent ce service sont extrêmement occupées. Mais la fécondation in vitro comporte tout de même certains risques, dont le principal est de donner naissance à plus d'un bébé. En fait, au Québec, depuis 10 ans, le nombre de jumeaux et de triplés a explosé. Et c'est la fécondation in vitro qui en est responsable. Mais ce risque, beaucoup de parents sont prêts à le prendre pour avoir bien à eux 1, 2 ou peut-être même 3 bébés. Pout, pout, pout. Venez. Ah, oui. Là, tu fais quoi? Des roues. J'espérais avoir des jumeaux, puis évidemment, le rêve s'est réalisé. Oui. Puis là, vous avez trois jeunes enfants. C'est rock'n'roll, 3 jeunes enfants? On n'est pas les premiers qui passent par là, fait que... Mais très proches en âge. Oui, c'est ça. Mais on se dit que ça va être fait, puis on va avoir une période où, évidemment, il y a beaucoup de couches, mais par la suite, j'ai l'impression que ça va être d'autres choses, ça va être d'autres étapes. Quand on s'est rencontrés, moi, c'était important d'en discuter avec mon conjoint. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut avoir des enfants? Oui. Est-ce que toi, tu es quelqu'un? Autant pour l'un pour l'autre, hein? C'était important pour nous deux. On s'est mariés en décembre 96, puis là, moi, j'ai arrêté de prendre la pilule anticonceptionnelle. Et là, on a attendu quelques mois pour que mon cycle hormonal se replace avant de commencer à essayer. Puis là, ça fonctionnait pas. Fait que ça a été long. À un moment donné, peut-être un an après, on est allé voir notre médecin de famille pour voir. Puis il nous a demandé de passer des tests, puis c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait un problème de fertilité dans notre couple. Bon, c'est sûr que c'est pas facile de faire face à ça. Par contre, évidemment, on se met à regarder les options qui sont offertes. Puis, bon, là, évidemment, il restait l'adoption, il restait la fécondation in vitro. Fait que c'est sûr que pour nous, c'était vraiment d'essayer au moins une reprise. Un essai, au moins un essai pour être satisfait de savoir si on peut avoir nos enfants à nous avant de se tourner vers l'adoption. Puis en disant ça, je veux pas dénigrer le côté de l'adoption ou des gens qui se tournent vers ça en premier. Mais on avait comme ce besoin-là viscéral d'essayer d'avoir nos propres enfants. Dans le fond, ce que les médecins nous ont dit, si vous continuez dans votre chambre à coucher, essayez d'avoir un enfant, c'est comme à la loto. C'est une chance sur des millions que ça pourrait fonctionner, mais vous allez attendre combien de temps? Sinon, on vous propose la fécondation in vitro. Il y a principalement 4 étapes en fécondation in vitro. La première étape, c'est d'abord produire des ovules chez la femme. Donc, on appelle ça une stimulation ovarienne où on utilise des médicaments à cette fin. Par la suite, une fois que les ovaires ont bien répondu, donc on voit des bons kisses d'ovulation, là, on va procéder au prélèvement d'ovules qui se fait sous anesthésie locale, en général, par voie vaginale, et sous guidage échographique. Et par la suite, une fois qu'on a recueilli ces ovules-là, il va y avoir l'insémination en laboratoire, donc la fécondation in vitro comme telle, dans une éprouvette où on met en présence les ovules avec les spermatozoïdes. Puis une fois que les embryons sont fécondés, ce qui est habituellement 2 à 5 jours après, on va replacer les embryons obtenus dans la cavité utérine. Lait ou un embryon, là, dépendamment du nombre. Nous, ça faisait 7 ans qu'on essayait d'avoir des enfants. Là, on commence un premier essai en 2003. Ça prend 1 mois et demi à peu près là, d'injection, puis de ménopause, puis des opérations, puis tout ça. Fait que tu es dans un mood pendant 1 mois et demi où tu penses que ça va marcher. Tu es avec des médecins qui te disent que tu as un certain... Tu sais, ils nous gardent une rationnelle en disant il y a peut-être 25-30% des chances que ça fonctionne, mais tu veux flotter, tu veux te laisser porter par cette réussite-là. Puis là, quand tu apprends que ça fonctionne pas, bien, évidemment, tu t'effondres. On peut dire que les taux de naissance sont environ 25-30% par tentative. Mais cumulativement, il y a peut-être 50-60% de probabilité d'avoir un enfant à l'intérieur de 3 tentatives, on pourrait dire. Le médecin, après avoir transféré l'embryon, j'étais encore en position gynécologique, il me donne une petite tape sur le ventre puis il me dit « Bravo, madame, vous êtes enceinte ». Il n'aurait jamais dû dire ça parce que ça veut pas dire que je vais le garder, l'embryon. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé, je ne l'ai pas gardé, l'embryon.
Et combien ça avait coûté, toute cette démarche-là, dans la première fois? Ben, c'était 6 000 plus les médicaments. À la clinique, on a donné 6 000 avant de commencer le traitement, un versement. Mais je pense qu'il y avait eu des tests avant, là, des prises de sang, puis des spermogrammes, puis des ça qui ont été faits. Fait que ça monte à 10 000 à peu près. Moi et mon mari, on s'est mariés en 2001. Puis après avoir essayé pendant 6 mois, on a découvert qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis on a décidé d'aller voir notre docteur pour s'informer combien de temps est-ce que ça prend pour devenir enceinte naturellement. Dans un cycle naturel, une femme va habituellement produire seulement un ovule. Alors, dans le but d'augmenter les probabilités de concevoir, en fécondation in vitro, d'augmenter les probabilités d'avoir au moins un bon embryon de bonne qualité, parce que la nature est sélective. On parle chez les couples fertiles que la probabilité de concevoir par mois, c'est environ à 15 à 30 %. Donc, c'est pas à tous les mois qu'il y a un bon ovule de produire un bon embryon. Donc, en fécondation in vitro, avec l'aide de médicaments, on va produire plusieurs ovules, ce qui permet donc, en général, d'avoir plusieurs embryons et de pouvoir être plus sélectif sur lequel des embryons on voit qu'il y a un bon potentiel de produire une grossesse. On a décidé d'investir en nous comme couple. Moi, j'avais toujours les rêves d'être maman avec une grande bédaine et puis avoir l'expérience avec mon mari, de devenir enceinte, de voir les yeux de mon mari, le petit nez de mes enfants. Finalement, en 2002, on a décidé de faire l'in vitro. On a commencé la première session d'in vitro. On a mis plus que 5 embryos pour améliorer les chances de grossesse. J'ai eu ovarian hyperstimulation, qui est un problème très connu quand on stimule les ovaires trop dans un cycle de fertilité. Alors, je suis devenue très malade. Jusqu'à récemment, puis encore aujourd'hui, les gens en général vont utiliser des médicaments qui font super ovuler la femme, donc qui permettent de produire en moyenne peut-être 8-10 ovules. Puis associé à ce traitement-là, il y a un risque, enfin il y a 2 risques principaux. Un, c'est l'hyperstimulation ovarienne. Donc habituellement, ce problème-là se produit dans les jours qui suivent le transfert d'embryon, où la patiente va avoir un ballonnement abdominal. C'est une maladie qui, je dirais, transitoire, qui dure quelques jours, mais qui peut être sévère. Puis l'autre, c'est un risque de grossesse multiple, dépendamment du nombre d'embryons qu'on va transférer par la suite. Si on parle en Amérique du Nord, c'est peut-être environ 30 % des grossesses issues de la fécondation in vitro sont des grossesses multiples. Plus une femme avance en âge, plus elle a des enfants tard, c'est-à-dire 35, 37, 40 ans, plus l'ovulation est dysfonctionnelle. Donc, il y a souvent 2 œufs qui sortent puis qui sont fécondés. Ça, c'est la moitié des grossesses multiples. Et l'autre moitié des grossesses multiples, de l'augmentation des grossesses multiples, c'est parce que les médecins qui travaillent en clinique de fertilité implantent plus d'un embryon. Donc, quand on implante plus d'un embryon, 2, 3, 4, 5, il y en a souvent des bébés, plus qu'un qui sort. Et ce qui explique l'augmentation des grossesses multiples. Tu prends l'information que tu veux entendre. Tu veux savoir que tu vas devenir enceinte, le plus d'embryos qu'ils vont mettre, le plus de chances que tu vas tomber enceinte. C'est tout ce que tu comprends dans la conversation. C'est que tu vas avoir atteint ton but d'avoir des bébés. Puis, même s'il me dirait au début, si on mettrait 3, 4 embryos, tu vas avoir une chance plus élevée à accoucher prémature, j'aurais fait la même chose. Le fait que ces gens-là, pour avoir recours à la fécondation in vitro, doivent payer des sommes importantes, doivent hypothéquer leur maison à l'occasion, dans une bonne proportion de ces couples-là, qu'ils vont arriver à l'étape du transfert d'embryon, ils vont dire, écoutez, on est conscient du risque de grossesse multiple, mais allez-y, transférez-en 2 et plus. Parce que un couple a tenté un essai, ça n'a pas fonctionné, il tente un 2e essai, un 3e essai, ça n'a pas fonctionné, le 3e essai, il dit, mettez-moi en 3, puis là, ils ont des triplets. Pour le médecin, c'est pareil. Un médecin qui va dire, ben moi, ça fait 2 fois que j'assèche chez cette patiente-là, je sais qu'ils ont des problèmes financiers, que c'est pas facile, puis là, on est rendu au 3e essai. Est-ce qu'on transfère plus d'embryons ou pas, pour permettre que ça fonctionne? On a réfléchi une bonne année. Ouais. C'était de se donner une 2e chance avec une nouvelle clinique, peut-être une nouvelle approche, un nouveau staff, une nouvelle équipe. Combien d'embryons transférés dans ce cas-ci? À Thomas? À Thomas, 3. 3 embryons. Oui. Et puis, sur les 3, à l'écho, il y avait un petit cadre. Il y avait un petit cadre.
quand ils implantent les embryons, c'est à peu près à 5 jours là, après le prélèvement. Puis, on retourne 2 semaines après pour le test de grossesse. On a un test de grossesse positif. On retourne, je pense, 2 semaines après, 2-3 semaines. Et là, on voit l'échographie s'il y a un petit cœur qui bat. Et là, on a vu un petit cœur. Mais les 2 autres petits sacs, on les voit. Les 2 autres petits embryons, on les voit pas. Ils sont pas là. Ils sont probablement résorbés naturellement. Là. Justin, regarde, quand tu enlèves le bouchon, tu le mets ici. Lorsque Thomas est arrivé, bien là, évidemment, on a encore beaucoup d'émotions. En avril 2005. Puis, pour moi, ben, c'était clair, en tout cas, dès le départ, que je voulais pas laisser Thomas tout seul. Et donc, 3e cycle de traitement pour agrandir la famille. Combien d'embryons transférés? 3, encore une fois. 3 embryons. Et la suite nous apprend quoi? Les jumeaux. Les jumeaux. L'arrivée de jumeaux ou de triplés dans une famille, ça signifie bien sûr beaucoup de travail pour les parents. Il faut savoir que la plupart du temps, ces enfants, ces bébés naissent prématurément. Le risque qu'ils développent des problèmes de santé est donc beaucoup plus important. Risque qui, aux yeux de certains spécialistes, est beaucoup trop élevé. Et on en parle après la pause. La maternité peut parfois être si fort que des femmes célibataires décident d'aller de l'avant et d'avoir un enfant toute seule. C'est le cas d'Annie Marcon, qui a eu recours à la procréation assistée pour devenir la maman de Charlotte, aujourd'hui âgée de 7 ans. Ma belle Annie, tu as décidé à 40 ans de faire un bébé. Ouais. Le hic, c'est que tu étais toute seule. Ouais. Mais pourquoi tu as attendu à 40 ans? Mais d'abord, je dois te dire que le but premier, c'était pas de l'avoir tout seul. Hein. Je suis comme tout le monde. C'était pas dans ton plan de match? Non, pas en tout. OK. C'était comme tout le monde, d'avoir un amoureux. Je rêvais du jour où mon chum allait me dire « Hey, on se fait-tu un petit? » Tu sais, d'avoir ce projet-là ensemble. Mais la vie m'a menée à 40 ans avec mon célibat. Puis c'était comme viscéral. Je pouvais comme pas passer à côté de ça. Moi, jeune, là, à l'adolescence où j'étais supposée te foutre de tout et de rien, puis de t'amuser, ben moi, j'étais prête à sortir avec des amis. J'avais un téléphone pour aller garder. Ben peux-tu croire que je cancellais ma soirée de filles pour aller garder? C'était à ce point-là important des enfants dans ma vie. Ta maman intérieure parlait très fort. Oui, je me disais, en temps et Dieu, ça viendra. Et là, à 40 ans, tu te retrouves que ça vient pas. Puis là, il y a plein d'affaires. Tu sais, tu te dis, bon, l'adoption. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Tu n'as pas pensé à l'adoption? Ou même te faire faire un enfant par un bel inconnu? Ou... mais tu pensais à ça, ces autres? Du tout. Pas du tout. Du tout. J'en m'a doté d'un corps de femme. J'aimerais ça au moins l'essayer. Si ça marche pas, l'adoption était mon plan B. Là, tu as pris la décision. Ah, tu t'es regardé dans le miroir, Annie, et tu t'as dit, moi, je vais faire un bébé tout seul. Oui. Comment ça se passe? Bien, d'abord, avant de t'en aller là, il faut que tu fasses des deuils. Moi, le deuil de l'avoir à 2. J'avais besoin d'aller voir un psychologue, de me faire dire, vous n'êtes pas folle. Il y en a d'autres comme vous. Puis, je m'étais dit aussi, j'ai toute ma vie pour rencontrer un homme, mais j'ai pas toute ma vie pour avoir un enfant. Et surtout, je voulais pas vivre dans le regret. Le regret de ne pas avoir essayé quelque chose? Oui. Fait que j'ai dit, je vais essayer, puis on va vivre au jour le jour. Annie n'est pas la seule femme à avoir choisi d'avoir un enfant seul, mais ce choix reste marginal. Bien qu'il n'existe aucune donnée sur le sujet au Canada, une étude américaine publiée en 2015 estime qu'environ 3% des femmes célibataires optent délibérément pour la maternité en solo. Ce chiffre ne tient pas compte des femmes qui poursuivent leur grossesse malgré le départ du père. Dans un cas comme dans l'autre, cette décision n'est pas sans conséquences. Les questions que les femmes se posent, c'est souvent comment je vais lui dire, comment il va grandir. Est-ce qu'il y a des impacts qui peuvent être négatifs aussi chez l'enfant? Parce que l'enfant va grandir, va devenir un adulte, un ado aussi. Donc, toutes les questions qu'il faut répondre, il faut qu'on en parle avant de concevoir l'enfant. Est-ce que tu avais des amis qui t'accompagnaient là-dedans? Au début, mes amis qui ont tous eu des enfants jeunes, même, ça devait être moi qui aurais dû en avoir la première. Tout le monde pensait que c'était toi qui les aurais en premier. Fait qu'eux autres, leurs enfants sont rendus grands. Quand je leur ai parlé de ce projet-là, c'était pas l'unanimité. Peut-être que c'était plus de l'inquiétude qu'il y avait pour toi, oui. je pense. Après mes réflexions, je me rends compte que c'était ça. Parce qu'eux, ils avaient eu des enfants. Ils l'ont vu, comment c'était difficile. Là-dedans, il y en a qui étaient séparés, dont le conjoint s'en est pas occupé. Tu sais, eux autres, l'enfant... T'as ta liberté, oui. Pourquoi tu t'en vas là? Pourquoi, tu sais? Quand
Quand on parle d'un projet monoparental seul, les enjeux éthiques sont nombreux. On parle de l'autonomie reproductive, la liberté d'entreprendre un projet parental. Mais il y a un autre enjeu ici, c'est celui du bien-être de l'enfant né d'un projet monoparental. Est-ce que pour l'enfant, c'est bien ou est-ce qu'on contrevient à son développement économique, social, etc.? Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui dit que naître dans un projet monoparental est d'incidence majeure sur le développement des enfants. À ce moment-là, une femme qui décide de poursuivre un projet monoparental, donc à ce moment-là, on respecte son autonomie reproductive. Les mères célibataires ne sont plus ostracisées comme avant, ce que confirme d'ailleurs un sondage Ban Public CROP L'Actualité. 74% des répondants ne voient pas de problème à ce qu'une femme célibataire ait un enfant. Cela dit, certains voient dans ce désir de fonder une famille sans conjoint un acte égoïste. Est-ce que c'est un geste égoïste? Ça me fait toujours un peu sourire quand les gens posent ça comme question parce que une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant va aussi être une femme égoïste. Donc, quand on a des enfants, c'est vraiment un don de soi tellement grand. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette femme-là est égoïste ou au contraire, elle est extrêmement généreuse de décider de mettre un enfant au monde même si elle est seule? Alors, je pense que l'important, c'est de répondre à son besoin. Puis de voir est-ce que c'est vraiment important pour moi d'avoir un enfant pour donner à un enfant. Annie, comme bien d'autres femmes célibataires, a eu recours à une banque de sperme pour concevoir sa fille. Une pratique jugée normale pour 60% des répondants à notre sondage. Mais le chemin pour devenir maman n'a pas été simple pour Annie. Il lui a fallu 6 inséminations artificielles et 2 fécondations in vitro avant de tomber enceinte de Charlotte. C'est le bout un peu moins... il n'y a rien de romantique là-dedans. C'était, on donne un papier avec une adresse mail que tu dois aller voir les donneurs de sperme qu'il y a là. Quand tu dis vois, là, tu vois pas leur face. Du tout. Okay. Tu as les aspects physiques puis les antécédents médicaux du donneur, de ses parents, puis de ses frères et sœurs. Honnêtement, là, j'y ai été en me disant, ben si j'ai un petit garçon ou une petite fille, j'aimerais ça qu'elle ait au moins les yeux bruns, les cheveux bruns. J'imaginais la caissière qui demandait à mon enfant, toi, avec tes beaux petits yeux bleus, tes petits cheveux blonds, là, tu dois ressembler à ton papa, hein? Et de faire dire, non, j'en ai pas de père. T'sais, une fois que tu prends la décision que c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas faire, on dirait que il y a plein de choses qui changent. Je pensais, là, pleurer à ma grossesse, de ne pas avoir un amoureux qui me touche la bédaine puis qui me dise... Qui te chante des petites chansons à la bédaine, puis tout ça, non? C'était fini. C'était comme, bon, ben garde, c'est pas ça ta vie, ça va être autre chose. Fait qu'au lieu de pleurer, ben trouve les côtés positifs. Puis après, toi, tu as eu une grossesse heureuse. Plus de doute de ta décision, rien. Zéro. J'ai tellement eu une belle grossesse, Guylaine, là. Te dis, j'aurais pu en porter 12. C'est vrai. Après la pause, concevoir un enfant sans conjoint, les conséquences. En fait, les questions de gens sont venus vers maternelle, peut-être, en étant avec les autres enfants. Je disais que son père était dans la même ville, mais qui n'était pas capable de venir prendre soin d'elle ou qu'il y avait d'autres projets. C'était pas évident de savoir quelle réponse donner. Annie Marcon a choisi, à 42 ans, d'avoir un enfant seul, sans conjoint. Sa fille, Charlotte, a aujourd'hui 7 ans. Malgré les défis que comporte la vie d'une mère célibataire, Annie n'a jamais regretté sa décision. Quand t'es sortie de l'hôpital, Annie, avec ta belle Charlotte, là, tu sais, souvent on entend ça. Oh mon Dieu, là, c'est vrai. Je m'en vais toute seule à la maison avec ce petit paquet-là, j'en suis responsable. T'as pas eu peur du tout. Zéro. T'étais vraiment prête. Oui, puis c'était ça que je voulais. Là, tu t'es pas en train de me dire que c'est tout le temps facile, là, par exemple. Non. Des fois, je l'aurais vendu moins cher qu'une douzaine d'huîtres, là, tu sais. Paranormal. Ouais. Puis c'est déjà arrivé, là, qu'elle pleurait, puis je savais pas ce qu'elle avait. Je l'ai mis dans sa bassinette. J'ai pris le moniteur pour l'entendre. Je me suis habillée en plein hiver, puis j'étais allée sur le trottoir. Juste changer d'air. Je l'entendais être en sécurité. Fait une crise, moi, j'ai besoin de me ressaisir. Fait qu'à moins 25, j'allais dehors, j'allais prendre l'air. Je travaille sur des horaires atypiques. Fait que quand tu finis à 11 h, là, puis à minuit le soir, là, puis qu'à 5 h 30 le lendemain matin, elle est debout, puis elle est de bonne humeur, puis elle veut voir sa maman. T'as beau donner un petit coup de coude à droite, un petit coup de coude à gauche, il n'y a pas personne qui se réveille puis qui dit « Laisse faire, chérie, je vais y aller. » Je vais assumer, là. Reste couché, fais dodo. Non.
Fait que ça, j'ai trouvé ça dur pendant 1 an de temps, là. Mais j'avais des amis autour de moi qui voyaient que j'étais fatiguée, que j'étais brûlée. Ben, ils me disaient, ta cocotte, là, tu veux-tu que je vais te la garder pour la soirée? Puis en même temps, eux autres, ils catinaient. Fait que je vais te la garder pour la nuit. Va-t'en chez vous, dors. C'est ce que je faisais. Quand j'ai senti l'horloge biologique, j'avais à peu près 33. C'était assez fort. Je voyais juste des mamans enceintes partout. Je me disais, OK, ça va être quand mon tour? Emmanuelle n'a pas eu à attendre très longtemps pour tomber enceinte. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait. J'ai rencontré quelqu'un, on s'est fréquenté quelques mois, puis finalement, je suis tombée enceinte, mais c'était pas vraiment planifié, là. L'affaire est surpris, s'attend pas vraiment à ça. C'est là que je commence à comprendre que c'est pas simple pour lui, c'est pas nécessairement quelque chose dans lui qui est à l'aise, finalement. Puis moi, je me doutais pas de ça. Puis moi, c'était sûr en dedans que j'allais la garder ou le garder. C'était clair pour moi que j'allais m'en occuper si l'autre ne voulait pas. Fait que finalement, c'est ça. Je me suis séparée. J'étais encore enceinte. Le père de sa fille Jade étant absent, Emmanuelle s'est retrouvée mère monoparentale à temps plein malgré elle. J'aurais tellement voulu que moi, je puisse vivre ça aussi avec quelqu'un. Puis surtout qu'elle puisse avoir quelqu'un présent qui a autant de joie à vivre cet événement-là qui s'en vient. Puis ça prend beaucoup de persévérance. Puis c'est plus fatigant, je pense, que sûrement d'autres parce qu'on n'a pas de soutien toujours au quotidien. En même temps, il y a des avantages parce que, dans le fond, j'ai pas à négocier des choses, des façons d'élever. Tu sais, je prends les décisions toute seule, surtout. Mais c'est ça, je sais que on fait de notre mieux, c'est certain. Charlotte, là, elle a vieilli. Oui. Elle pose des questions et t'es tout le temps la seule personne pour donner les réponses. Oui. Tu peux pas dire à un moment donné, parle-lui ou écoute-la ou prends soin. Puis il y a aussi, quand tu as un conjoint, ton conjoint va dire tu peux te calmer les nerfs, là. C'est un peu trop, c'est pas assez. Moi, là, je n'ai pas de conjoint. Je suis pas parfaite. Alors, j'ai demandé à mes amis. J'ai dit, la journée où vous trouvez que je suis un peu trop accaparante ou comme pas assez, j'espère que vous m'aimez assez pour me le dire. Parce que ça va être vous, mes yeux, puis mes oreilles autour de moi. Mais ça, c'est important, Annie. Là. Mais quand t'as pas de conjoint, d'avoir une espèce de noyau en qui t'as confiance. Dire, écoutez, là, guidez-moi si vous voyez que je dérape d'un bord ou de l'autre. Puis c'est arrivé. Je l'ai mis. Oui, ma fille, elle avait 2 ans, elle m'a dit, là, tu vas te calmer le pompon. T'es trop sévère avec ta fille, elle a juste 2 ans. Fait que j'ai rectifié le tir. J'ai dit, c'est vrai, t'as peut-être raison. Fait que je me... Toi, t'as accepté ça avec humilité, là. Oui, dit, parce que je lui avais demandé. Annie a aussi pu compter sur l'aide précieuse de son père. Il a pris son rôle de grand-papa très au sérieux et est devenu une figure paternelle très importante pour Charlotte. Est-ce que tu appréhendes, par exemple, là, ça va rentrer à l'école, Charlotte, ça va être en première année l'année prochaine. La fête des pères. Bon, là, les amis, on va dessiner la carte pour la fête des pères. J'appréhendais ça avant même qu'elle vienne au monde. Elle va-tu m'en vouloir parce qu'elle n'a pas de père? Alors, je lui ai toujours dit, tu sais, t'as pas de papa, toi? Ben, on va faire un beau cadeau à papy. Oh oui, on va faire un cadeau à papy. C'est tout, il n'y a pas... Ça prend beaucoup de clarté. Ben oui. Avec l'enfant. Oui, et il y en a toujours eu. Ça, c'est le même petit bracelet que je t'ai gardé, là. Emmanuelle, de son côté, ne savait pas trop comment expliquer à sa fille l'absence de son père biologique. J'ai été consultée à un moment donné, une travailleuse sociale. Je dis, écoutez, qu'est-ce que je dois répondre? Comment je m'y prends? Je voulais être outillée. Donc, elle me disait, attendez ces questions, hein, si ça vient. Et puis, le plus honnête possible, hein, c'est mieux de ne pas cacher les choses. Donc, les questions de gens sont venues vers maternelle, peut-être, en étant avec les autres enfants. Donc, je disais qu'ils étaient dans la même ville, mais qui n'étaient pas capables de venir prendre soin d'elle ou qu'il y avait d'autres projets ou qu'il y avait d'autres choses qui devaient s'occuper. C'était pas évident de savoir quelle réponse donner. Ça a duré un certain temps, mais après ça, ça s'est estompé parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un donc qui a comme pris vraiment un rôle quand même de figure paternelle. Puis là, j'avais moins de questions parce que je pense qu'il y avait quelqu'un présent. Les figures paternelles alternatives ont effectivement une influence positive sur les enfants dont le père est absent. Les études démontrent aussi que ces enfants ne s'en sortent pas plus mal, même si la présence du père est importante dans leur développement. Ce que ça peut avoir comme impact d'être élevé par une mère célibataire, c'est vraiment, il manque un parent.
Donc souvent, on va les amener à choisir des personnes dans leur entourage pour faire une figure masculine qui est significative et qui va être présente pour l'enfant au besoin. Souvent, les femmes vont répondre « je suis pas pire que mon ami qui est monoparental » ou que le père est pas là, est pas présent. Donc, ça fait un peu le même genre d'enfance. Je vais te faire craquer les orteils. Mais que faire quand l'enfant grandit et demande à connaître ses origines et qu'il pose la grande question « Qui est mon père ?» Pour Jade, la fille d'Emmanuel, il lui sera possible de connaître son père biologique s'il accepte de la rencontrer. Le père biologique disait toujours, si jamais elle veut me connaître à l'adolescence, il n'y aura pas de problème, elle pourra me contacter. J'imagine que Jade va sûrement demander à voir son père biologique éventuellement. Puis moi, je suis ouverte à ce qu'elle rencontre, c'est certain. Ça sera important sûrement pour elle de le vivre. De son côté, Charlotte, la fille d'Annie, ne pourra jamais connaître ses origines biologiques car sa mère a eu recours à une banque de donneurs de sperme anonyme. Lorsqu'on fait un projet monoparental avec la procréation assistée, si la femme a recours à un donneur anonyme, l'enfant ne pourra pas avoir accès à ses origines biologiques. Donc, c'est là qu'on voit une inégalité. Selon les circonstances de la naissance de l'enfant, se tisse ici déjà une discrimination. Dans l'Ouest canadien, il y a vraiment des recours qui se font, des enfants qui disent « ben non, on veut avoir accès à nos origines ». On reconnaît l'importance de retrouver ses origines biologiques d'un enfant adopté. Puis pourquoi nous? Parce qu'on vient de procréation assistée, on n'aurait pas le droit à ça. Moi, je fais d'autres choses que ça. Pour le moment, la fille d'Annie est trop jeune pour se poser toutes les questions sur ses origines, mais il reste que l'absence d'un deuxième parent se fait parfois sentir. Il y a une fois où elle m'a dit « Pourquoi moi, j'ai pas de papa? » Alors, j'ai discuté avec elle, puis je lui ai posé la question « Qu'est-ce que ça changerait de plus dans ta vie si tu avais un papa? » Et cette période-là, ça faisait comme 9 soirs qu'elle se faisait garder, mais j'arrivais à la maison, c'était vite, une petite histoire, le dodo, et j'ai une maison. Puis je fais tout. Je fais le gazon. Alors, ce qu'elle m'a répondu, dans sa petite tête d'enfant, puis c'est là que j'ai compris que c'était pas un papa qu'elle voulait, c'était moi qui lui manquait. C'était une présence. Elle me disait, ben si j'avais un papa, ben toi, tu pourrais être avec moi. On ferait des casse-têtes, on ferait des dessins, on ferait ça. Puis lui, il ferait la vaisselle, il ferait le gazon, il s'occuperait de la piscine. Tout ce que tu fais puis qui t'empêche d'avoir du temps avec elle. La vaisselle, elle peut attendre. Le gazon, il peut attendre. Alors, on passe plus de temps ensemble. Fait que c'est ça. Faut trouver l'équilibre, mais est-ce que quand Charlotte va être ado, peut-être qu'elle va avoir d'autres questionnements, ou elle va être fâchée un bout de temps après toi, ça se peut, ça? Oui. Mais t'es prête à accueillir ça? Oui, puis ça se peut que non aussi. Et ça se peut que non. On le sait pas, l'avenir, tu sais. Elle est adorable. Puis elle a les petits yeux noirs. Ouais, elle a les petits yeux noirs et les cheveux noirs. Puis elle est tannante. Tu la salueras pour nous, tu l'embrasseras pour nous, Charlotte. Merci, Annie. Merci, Hélène.